De vous retrouver, je sais que vous êtes des milliers dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce, acte 48. Je suis très heureux de retrouver encore une fois Mathieu Takizala. Il n'est plus à présenter, c'est un entrepreneur congolais. Merveilleux. Pareillement, John. Joyeux Noël à tous les Congolais. Joyeux Noël à les Congolais de la diaspora. Ouais. Parce qu'avec, depuis 2020, Covid-19 a mis les espoirs de tout le monde en doute. Je sais qu'aussi de la diaspora. D'entrée de jeu, Noël, c'était c'est samedi, donc ouais. C'était hier. Constat, ça a été par rapport à d'autres années non. Quel est le constat que vous avez fait? On ne va pas voiler la face parce que vous savez qu'avant Noël d'abord, avant 2020, la situation socio-économique de la République démocratique du Congo commence dès les années 73 à s'empirer. Donc nous avons plus de chômeurs dans le territoire et puis l'informel est devenu règle. Logiquement, on ne peut pas regarder le baromètre économique avec l'informel. Donc la situation devient de plus en plus difficile pour nos compatriotes et je sais qu'il faut l'intellectuel congolais doit faire de sorte que nous puissions redonner la lettre de noblesse sociale aux Congolais, ceux qui sont en dehors du territoire et ceux qui sont même à l'intérieur du territoire. Merci beaucoup également, Honoré, de la présence de Chris Mukendi. C'est un cadre et communicateur de AFPCA, le parti cher à l'honorable président du Sénat. Mes vœux, cher John, je présente mes vœux le meilleur à tous tes collaborateurs qui sont à la technique derrière la caméra et aussi à M. Mathieu Takizala, que j'ai le privilège de partager le plateau avec lui ce dimanche, mais aussi à tous vos nombreux téléspectateurs. Et je pense que... On doit même question, hein, constat 24 heures après Noël. Non, je crois que 24 heures après Noël, on ne va pas se voiler la face. La situation sociale de notre pays est au noir. Il ne faudrait pas venir ici pour tromper la vigilance des Congolais, ni têter la solidarité que nous avons entre nous Congolais. La solidarité congolaise. Ce qui nous sauve, c'est cette solidarité que nous avons. Et cette solidarité est aussi encouragée par le chef de l'État, qui veut qu'à chaque célébration de Noël, que ceux qui ont quelque chose à manger, de pouvoir aussi partager avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est cette solidarité qui nous aide à pouvoir avancer. Mais nous croyons à un lendemain meilleur. Et nous pensons que le gouvernement... Nous croyons à un lendemain meilleur, ça c'est bien dit. Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons essentiellement faire le point, une sorte d'évaluation du bilan de l'année 2021, parce que le compte à rebours avait déjà commencé. Dans 6 jours, nous allons dire adieu à l'année 2021. Une belle occasion pour nous pour faire les points. Alors, je commence avec Mathieu Takizala. Nous n'allons pas l'évaluer globalement. Nous allons prendre l'angle socio-économique. Alors, comment se présente ou comment a été l'année 2021? Bon, en tant qu'un chef d'entreprise, d'abord, je dis que l'année 2021, c'est l'absence de chiffre d'affaires. Or, quand le chef d'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, ça signifie que le terrain social, le terrain de revenus dans le territoire devient de plus en plus difficile. Or, le premier revenu d'un État, ce sont le revenu professionnel des entreprises. Et deuxième revenu d'un État, c'est le revenu des ménages. Ça signifie que le foyer congolais. Et je vous dis qu'aujourd'hui, moi, depuis 2019, je suis à Kinshasa pour donner de ce que nous pouvons rendre à la République démocratique du Congo comme un chef d'entreprise. Mais je vous dis que 36 mois, j'ai perdu tous mes revenus. Et 36 mois en 3 ans. Oui, 36 mois. Donc on a du mal à faire tourner l'entreprise. Et je pense que la situation se généralise pour tous les chefs d'entreprise du secteur privé du côté congolais. Et même les entreprises du bord de l'État, vous allez voir que les arriérés de salaire, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi? Et il faut voir que l'entreprise vit avec des piliers. La première pilier, c'est l'accompagnement du secteur bancaire. Or, que vous n'êtes pas censé ignorer que le secteur bancaire congolais est absent. L'économie, elle n'est pas financée. Il n'y a pas longtemps,
que tous les dirigeants africains étaient au niveau de Paris et où le constat était que les économies africaines ne sont pas financées. Alors, un deuxième, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes doit venir dans des dispositifs, d'abord sociétal entre les entreprises. Aujourd'hui, la plupart des entreprises congolaises ne cohabitent pas entre eux. Vous allez voir que être chef d'entreprise en République démocratique du Congo, ce n'est pas une mince affaire. Donc les difficultés se multiplient sur l'année 2021 qui va s'achever. Parce que depuis 2020, Covid-19, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que tous les États du monde ont essayé de réanimer les agents économiques. Donc, et le ménage et les entreprises. Mais ce n'était pas vraiment le cas de la République démocratique du Congo. C'est que nous lançons l'appel en disant que sans secteur privé, ça sera extrêmement difficile que nous puissions conjuguer l'expression sociale. Parce que le social, c'est quoi? C'est une valeur ajoutée salariale. Donc nous devons avoir plus de gens qui travaillent, nous devons avoir des entreprises congolaises prometteuses, compétitives. Aujourd'hui, nous, les chefs d'entreprise congolaises, nous sommes en difficulté. Essentiellement à cause, il ne faut pas perdre de vue que Covid aussi est pour quelque chose. J'ai toujours dit en tant qu'économiste, cher Jen Kitenge, que les nations se créent autour des crises. Ce sont des crises qui donnent l'impulsion à des grands États. Ça signifie qu'il n'y a pas un État qui s'est créé sans crise. Et ce crise, il faut utiliser le politique de relance. Qu'est-ce qu'on appelle le politique de relance? Le politique de relance, ça signifie qu'il y a des piliers budgétaires et monétaires. Dans le monétaire, il faut, avec l'instrument de la Banque centrale qu'on appelle le taux directeur, pour permettre aux ménages d'avoir du cash flow et les entreprises d'avoir du cash flow. Et budgétaire, c'est l'augmentation de la dépense publique via un plan de relance pour relancer le système économique. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les deux piliers ne sont pas actionnés. Nous allons peut-être revenir sur les vraies causes aussi, le temps d'avoir déjà la réaction de Chrissy Mukendi. Chris, l'année s'achève, une belle opportunité pour nous pour évaluer cette année. Alors globalement, sur les plans socio-économiques, comment se présentent les tableaux? Je crois que le tableau a été présenté aux Congolais par les numéros 1 de tous les Congolais, les chefs de l'État, qui, en date du 13 décembre 2021, devant les deux chambres réunies en congrès, a eu à faire son message sur l'état de la nation. Et le chef de l'État a reconnu que socialement, les pays n'est pas encore... les indicateurs sociaux ne sont pas au vert. Il a reconnu notamment que nous sommes dans un pays où les fonctionnaires de l'État ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Le chef de l'État a reconnu, et c'est vrai, que jusqu'alors, le gouvernement n'a pas été en mesure de rencontrer les besoins basiques de la population, notamment des questions en rapport avec l'addiction d'eau, des problèmes avec l'électricité. Et je crois que ce sont de besoins basiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je suis en train de réfléchir, parce qu'on a tendance à oublier que l'État est une continuité. Aujourd'hui, nous voulons que le chef de l'État puisse apporter des solutions. C'est vrai, parce que lorsqu'il était à l'opposition, il a dit qu'il a été élu pour ça. Il a été élu pour apporter des solutions. Ouais. Mais il faudrait que les gens qui nous suivent, ou nous qui sommes opérateurs politiques, nous devrions savoir que l'État est une continuité et le pouvoir une succession. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans un pays où pendant 18 ans, un régime qui vous a précédé a été incapable de répondre aux besoins basiques, on ne peut pas comprendre qu'en 2 ans, 3 ans, on exige d'un gouvernement, c'est vrai, puisqu'il a été élu pour ça aussi, mais on doit aussi, je ne dis pas demander à la population de patienter, parce que le besoin il est tellement pressant, on est resté longtemps dans notre désert et que Tshisekedi, qui nous a promis de nous faire entrer à Canaan, est arrivé. Il faut qu'il trouve des solutions. Mais il y a un effort qui est en train d'être mené au niveau du gouvernement.
Et moi, ce que je n'approuve pas chez le chef de l'État, c'est qu'il déplore ce qu'il a appelé l'absence de coordination de l'action du gouvernement. Ouais, il a parlé aussi de la faiblesse du pilotage. Mais je pense que le chef de l'État, c'est celui qui dirige la politique. Les poissons commencent à pourrir à par la travers, tête. ça c'est un faux débat, à travers le Conseil des ministres. C'est lui qui... Certains diront qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que voilà. Donc des moi je mauvais dis, généraux. le chef de l'État doit sortir de la complaisance, parce qu'on ne va pas continuer indéfiniment à accuser les régimes Kabila. Le chef de l'État, lorsqu'il constate qu'il y a un secteur qui ne marche pas, parce qu'il y a un délégué du gouvernement qui ne joue pas son rôle, je crois qu'il revient au chef de l'État de tirer toutes les conséquences. Mais aussi, lorsqu'il fait cette déclaration devant les deux chambres, il est en train de livrer le gouvernement devant l'Assemblée nationale pour dire qu'au sein de mon gouvernement, il y a un déficit en ce qui concerne la coordination de l'action gouvernementale. Vous, députés, vous devez jouer votre rôle. C'est ça le message que le chef de l'État lance pour dire aux députés, vous devez interpeller individuellement les membres du gouvernement, parce qu'ils sont dans une sorte de gouvernement de coalition. Le chef de l'État ne peut pas commencer à révoquer les ministres. Mais lorsque les députés nationaux qui représentent la population constatent qu'il y a ces déficits de coordination dans l'action du gouvernement tel que le chef l'a indiqué, ils doivent activer des mécanismes constitutionnels, des mécanismes de contrôle parlementaire pour que les ministres qui sont faillibles puissent, comme le chef de l'État a dit, laisser la place à d'autres personnes, comme il a dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc moi je crois que l'heure n'est plus à faire des longs discours, comme il a reconnu aussi à Mbuji-Mayi. Oui, il faut que nous puissions maintenant entrer dans l'action. Mais avec de nouvelles promesses à Mbuji-Mayi. Hein. Le chef s'est lancé dans de nouvelles promesses. Lesquelles? Non, mais quand... J'ai vu le chef de l'État dire qu'il ne ferait aucune promesse. Non, mais il reviendrait en 2022. Quand il est avec l'AMIBA, déjà, d'ici peu, non, vous verrez, c'est encore une promesse. Je crois que ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des réalisations qui sont déjà en cours. Ah bon? Lorsque le chef de l'État parle en ce qui concerne la province, ce sont de mécanismes qui ont déjà commencé. Le processus a été déjà engagé en ce qui concerne la réhabilitation de l'AMIBA, mais aussi des travaux au niveau de la province pour essayer de relever les niveaux de la province. Donc moi je dis, la balle est aujourd'hui, à travers je ne sais pas si les députés ont saisi le message du chef de l'État, mais la balle a été lancée dans les camps des parlementaires pour que le parlementaire interpelle chaque membre du gouvernement qui ne joue pas très bien son rôle. Alors, Mathieu Takizala, je reviens à vos réactions, mais il faut dire que l'année 2021, vers la fin ici, hein, sera marquée par cette histoire des rames. Est-ce que cela a aussi négativement impacté sur les sociales, l'économique des Congolais? Bon, vous savez, en ce qui concerne le balance commercial extérieur de la République démocratique du Congo, nous sommes en négatif. Ça signifie qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, chaque État se repose par le PCR économique avec des instruments. Et ces instruments, ce sont des entreprises. Et même dans les années 60, on était même en avance, dans les années 70, parce qu'on avait des entreprises congolaises qui allaient même à l'international pour faire face. Et aujourd'hui, quand vous regardez la consommation de la République démocratique du Congo, est toujours centrée avec les autres économies. Ça signifie que nous ne produisons même pas la moitié de ce que nous consommons à la République démocratique du Congo. Et je vais revenir de ce que vous dites, donc la problématique de la télécommunication. Oui. Quand vous sillonnez dans tout le pays du monde, vous verrez que chaque pays a ce qu'on appelle l'opérateur historique. Et chez nous, en République démocratique du Congo, l'opérateur historique est en difficulté, ce qu'on appelle la poste. Logiquement, quand on était enfant ici, on avait des téléphones fixes à la maison qui étaient le fruit de l'opérateur historique ou l'opérateur national. La libéralisation du côté congolais a fait de plus en plus que cet opérateur reste uniquement quelqu'un qui donne des licences aux exploitants commerciaux. Et les 3/4 des exploitants commerciaux, ce sont des sociétés qui sont venues d'ailleurs, mais il n'y a pas un opérateur du côté congolais. Or, au début du GSM, le téléphone mobile, on avait un opérateur congolais, la famille Mbemba, par mon aîné Jean-Pierre Mbemba. Je ne sais pas si cette licence est où jusqu'à aujourd'hui, mais vous sentez que
la fixation de prix. Il n'y a même pas la différence entre le forfait pour le professionnel, parce que moi je suis un professionnel. Quand une entreprise va prendre l'Internet, ce n'est pas comme un particulier. Et vous regardez que même pour le particulier, il n'y a pas de mini-abonnement. On achète, vous pouvez acheter des unités le matin, et puis le soir même vous ne consommez pas, on récupère des unités, en sachant que nous sommes aussi dans un pays où le pouvoir de consommation est quasi faible pour les Congolais, même ceux qui travaillent. Donc ce problème de la contribution autour des taxes, je crois qu'il faut qu'on revienne en arrière un peu. Il faut qu'on se pose des vrais questionnements de la société congolaise. Parce qu'aujourd'hui, l'exode est présent. Pourquoi les gens viennent plus à Kinshasa et à Lubumbashi au niveau de Goma? Parce que l'arrière-pays ne fonctionne plus. Or que le pays, c'est l'arrière-pays. C'est là où on va produire. Il faut l'outil de communication, il faut des voix, il faut ainsi de suite. Et moi, je me rappelle, vous parlez de Bakwanga. Bakwanga, c'est pourquoi les gens restaient en Boujima à l'époque. Les gens restaient en Boujima à l'époque parce qu'il y avait l'Amiba comme une grande structure. Ouais. Et puis autour de l'Amiba, il y avait des commerçants. Vous savez, le Kassai, c'est le bassin des grands entrepreneurs. À l'époque, il y avait des gens, une seule personne avec 500 camions, 100 camions. Vous imaginez, mécaniciens, chauffeurs, magasiniers, tout ça, ainsi de suite. Et tous ces phénomènes sont quasi inexistants. Il y avait des banques qui accompagnaient ces dignes fils de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et on a fragilisé l'entreprise d'État qu'on appelait l'AMIBA. Or, l'AMIBA était parmi le vrai client des petites entreprises. Le vrai problème, les réformes à faire aussi dans ce pays, c'est ces entreprises de portefeuille, chers compatriotes. Normalement, les entreprises comme Spécial Auto que je préside devaient avoir des clients comme Sonas, Onatra, tout ça, ainsi de suite, pour que nous puissions être à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas le cas. Vous imaginez que la plupart des entreprises du secteur privé n'ont pas de carnet de commandes. Il n'y a pas de marché pour eux. Comment on peut créer des emplois dans un territoire où les grandes entreprises congolaises ne créent pas de la valeur? On voit plus de manifestations auprès des grandes entreprises congolaises. Depuis 2019, quand je suis arrivé ici, je disais à chaque fois au président Tshisekedi que non, on doit changer. Il faut puis nommer à la tête de ces entreprises les politiques. Il faut nommer les gens qui ont géré des boîtes. Parce que nous sommes en difficulté. Il faut évaluer ces entreprises. Il faut auditer ces entreprises. Bon nombre de ces entreprises, même l'outil de production fait défaut. Mais à quoi sert de nommer un directeur général dans une entreprise où l'outil de production fait défaut? Prenons le cas de l'entreprise de port et de transport maritime, qu'on appelle OCPT aujourd'hui. Quoi, Onatra, c'est ça OCPT, je crois. SCPT. Ouais, ouais. Mais comment on peut le mettre à la fois patron gérant des ports et à la fois les entrepôts, à la fois le navire? Non. Transport et port. Non, non, il faut scinder. Ou on a une entité qui est uniquement port autonome du Congo, de la RDC, qui va gérer des ports. On a une entité qui est pour le balisage, on a une entité pour le bateau, ainsi de suite. Là, on peut avancer. Et puis chercher des actionnaires. Parce que l'État aujourd'hui n'a pas assez de moyens pour injecter dans ces entreprises. Parce que l'absence de la compétitivité pour les grandes entreprises du portefeuille, on va avoir du mal pour faire développer les petites entreprises congolaises. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez que le chômage est à 85% de la population active. Mais pour revenir au RAM? Donc, au RAM, oui. On a toujours dit ici que ces trucs-là, ça ne sert à rien. Il faut le retirer d'abord. Même l'Assemblée nationale et les Sénats l'ont reconnu. Mais oui, il faut les retirer parce qu'aujourd'hui, le multitude d'agenouiller le consommateur congolais, c'est l'État lui-même qui va se fragiliser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez les villes congolaises ou nos provinces, vous verrez que nous sommes en difficulté. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis, le multitude des institutions du côté gouvernemental, il y en a beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, comptablement, on ne peut pas avoir 56 ministres nationaux, cher John. Si on a 20 ministres, le Congo ne va pas disparaître. Et le peu qu'on va économiser, qu'on finance même les petites entreprises. Qu'est-ce que j'ai toujours proposé ici? Une banque publique d'investissement. Une banque publique d'investissement qui va aider le porteur de projet à l'État démocratique du Congo. Parce que pour trouver le financement, c'est tout un problème, chers compatriotes. On a une institution ici qu'on appelle Fonds de promotion industrielle. FPI. Or, l'activité économique dans toutes les nations, ce n'est pas uniquement l'industrie. L'emploi industriel même est sous-représenté ici. Ce n'est même pas 10%
l'employabilité des Congolais. Mais pourquoi on va rester pendant longtemps à croire uniquement ça? J'avais proposé sur le plan de redressement que j'ai écrit, en disant on fusionne tous les établissements publics à caractère bancaire du côté congolais. Ça signifie que Sonance, qui est la banque d'assurance, OGEDEP, CADECO, FPI, ainsi de suite, pour que nous puissions avoir quelque chose qui va être à côté des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de banques commerciales à capitaux congolais. Toutes ces banques-là, cautionnent plus. Là, on est encore dans des constats, voilà. Mais on va arriver vers les pistes de solutions. Le temps d'avoir aussi, Chris Mukendi, l'année 2021 qui s'achève sera inévitablement marqué par l'intrusion de cette taxe, de cette rémunération. On ne sait même pas comment l'appeler, RAM. Je crois que sur la question, le gouvernement avait partiellement supprimé le RAM pour les appareils de génération 2, je crois. Mais qui l'utilise? Mais voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, à Kinshasa, les appareils de génération 2 sont pratiquement inexistants. Donc ça veut dire que le RAM continue à faire son bonhomme de chemin. Voilà. Malgré l'interpellation de l'Assemblée nationale et du Sénat en rapport avec les travaux qui ont été engagés là-bas. Au niveau des commissions. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cette obstination du gouvernement à pouvoir maintenir une taxe. Ils ont d'abord dit que ce n'était pas une taxe, à maintenir une taxe alors que la représentation nationale, l'Assemblée nationale et le Sénat qui représentent le peuple congolais n'en veulent pas. Et ils ont demandé carrément sa suppression. Donc moi je pense que le gouvernement, de ce point de vue-là, devrait non pas négocier avec l'Assemblée nationale, mais aussi, si le gouvernement s'obstine, que l'Assemblée nationale active, comme j'ai dit tout à l'heure, les mécanismes constitutionnels qui est en son pouvoir pour soit censurer ou déchoir un membre du gouvernement. Mais je dis aussi que le problème avec le RAM, c'est qu'il y a eu un déficit de communication au départ. C'est ça aussi, hein. Parce que, vous savez, nous avons une culture chez nous au Congo, c'est que nous ne payons pas de taxes, nous ne payons pas d'impôts. Vous allez remarquer que lorsque même la vignette est vendue dans la ville de Kinshasa, les gens se disent, ok, moi je garde ma voiture à la maison jusqu'à ce que la campagne ou le recouvrement forcé va se terminer. Et puis, il répond. Voilà. Donc, mais aussi c'est parce que cette taxe devrait avoir une contrepartie. L'impôt c'est différent, mais la taxe, il faut qu'il y ait une contrepartie. Lorsque par exemple le gouverneur de la ville de Kinshasa nous oblige à payer des vignettes, en bon citoyen nous allons payer des vignettes, mais c'est quoi la contrepartie? Lorsque nous constatons l'état des routes à Kinshasa, des trous partout, lorsqu'il pleut, on ne sait plus, il faut attendre 2 heures, 3 heures pour sortir avec sa voiture parce qu'il y a des inondations partout, mais nous continuons à payer nos taxes, il faut à un certain moment que on puisse savoir c'est quoi la contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Et je crois que aussi longtemps que les Congolais ne sauront pas c'est quoi la contrepartie, notamment avec le CERAM, je disais qu'il y avait un problème de communication, de sensibilisation, mais au-delà du problème de communication et de sensibilisation, la procédure qui a conduit à la coupure des crédits, hein, à la retenue des unités, était très agressive, très agressive et révoltant. Hein, et très révoltant. On aurait dû aller, je ne sais pas, par 10% des recharges. Par exemple, lorsque quelqu'un recharge 100 unités, on retire 10% de la recharge. Et on aurait compris. Mais il faudrait que ça soit accompagné par des mesures, c'est pas une sensibilisation pour que le gouvernement dise réellement au peuple congolais que nous sommes en train de retenir 10% de chaque recharge des unités en vue de réaliser tel projet pour la population. Donc je crois que, comme je l'ai dit, c'était un déficit de communication, mais lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ont eu à formuler des recommandations, il revient au gouvernement d'observer cette observation, cette recommandation qui a été formulée par l'Assemblée nationale, de supprimer carrément, mais il faut repenser. Si le gouvernement pense qu'ils pourront encore revenir avec le même projet, il faut que ça soit bien expliqué au peuple congolais, mais pour le moment, il n'y a pas à négocier avec le RAB, il faut carrément les supprimer. Oui, oui. Alors, Mathieu Takiza, la réaction,
Mais il faut dire, je crois que vous n'insistez pas là-dessus. Il faut reconnaître que là, ce n'est même pas l'année 2021, c'est depuis 2019 ou 2020 que l'humanité vit au rythme de la Covid-19. Oui. Il faut dire que cela a impacté négativement nos économies et par conséquent les sociales des Congolais. Non, mais l'humanité vit au rythme de Covid, mais vous voyez que dans l'humanité, tous les États font de sorte que Covid soit en arrière-plan et qui mettent des dispositifs et des solutions pour faire avancer. Quand vous regardez tous les États majeurs, on fait le plan de relance pour soutenir et le ménage, parce que cette crise est tellement forte, c'est une crise qui est à peu près comparable avec 29, avant même cette crise. Oui, la crise de 1929. Voilà, donc cette crise, avant même cette crise de 2020, l'économie congolaise n'était pas prometteuse. Parce que le prévanine, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une économie? Une économie, c'est l'ensemble de biens et de services qui se produisent dans un territoire et avec des objectifs précis. Mais quand vous regardez aujourd'hui l'ensemble de biens et de services qui se produisent, l'autochtone congolais est en retrait. C'est vrai que l'autochtone congolais, on le prive. Même nous, les libéraux congolais, ça signifie que les gens qui pensent qu'ils peuvent servir la République démocratique du Congo autour de l'entreprise en créant des structures ne sont pas accompagnés ni compris par nos compatriotes. C'est ça le vrai problème. Parce que la politique a un sens dans un territoire lorsque l'outil productif, vous le contrôlez même à moitié. Il y a un homme d'affaires nigérien, Dangote, qui dit quoi? Le mal de l'Afrique francophone, oui, le mal de l'Afrique francophone, parce qu'ils ne contrôlent même pas le 15% de leur économie. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Parce que toutes les petites entreprises que les Congolais mettent sur pied n'est pas soutenues ni compris. Mais comment vous allez inverser cette marmasse du chômage de la République démocratique du Congo? C'est ça le vrai problème. C'est fait qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle que nous parlons, regardez, John, vous êtes quinois. Est-ce que c'était comme ça? Cette ville Kinshasa qui était belle. Mais regardez, tout le monde crée une petite établissement. Tout le monde crée une petite établissement informel qui ne sert à rien. La loi, on a fait beaucoup de réformes. Sont envahis par les petits je vois Christ avec Constitution qui est en face ici. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo. En matière de commerce, il y a une clause qui dit que le commerce de détail c'est réservé aux nationaux. Mais pourquoi on ne donne pas assez de moyens à cette clause? Parce que quand on regarde sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Moi, je suis propriétaire de garage à la République démocratique du Congo. Mais quand je regarde tous les véhicules des institutions de mon pays, ne viennent pas chez moi. Or, cette activité de vidanger l'huile, elle est dans quel bord de l'économie? De la petite économie, microéconomie. C'est contradictoire. On a le texte des lois, il faut le mettre des applications. Pour dire que non, ces gens-là qui vidangent aujourd'hui pouvaient être des fournisseurs auprès des spéciales autogarages, des grossistes. Parce que c'est le secteur où on peut caser bon nombre de Congolais. Ces jeunes gens qui sont dans la rue, même ceux qui ont fait l'université, lorsqu'il n'y a pas de débouché, ils peuvent faire des reconversions de métier à travers les entreprises que les Congolais mettent sur pied en République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. On a 56 ministères, il n'y a même pas un qui vient chez Spécial Auto. On a 500 députés, il n'y a même pas 10 qui viennent chez Spécial Auto. Mais posez-vous la question. Vous imaginez ça? C'est ça le problème. Peut-être que la qualité de votre travail laisse à désirer. Non, chers compatriotes. Vous savez, quand vous êtes élu, vous défendez une situation électorale. Vous êtes seulement non. L'équilibre doit être sur l'espace public. Ça veut dire que chaque établissement public qu'on appelle entreprise, on doit le protéger, on doit le permettre d'avoir aussi ce qu'on appelle le carnet de commandes solvable. Une entreprise ne se crée pas dans un territoire pour attendre le particulier. Et quel particulier? La fameuse ligne de crédit n'existe pas. Dans tout le pays moderne, les gens achètent le véhicule, chers compatriotes, avec crédit. Mais est-ce que c'est le cas en République démocratique du Congo? Le prévané, on a cautionné l'informel. Vous voyez, nous sommes un pays. La loi dit quoi en matière de sécurité routière? C'est un pays à volant gauche. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans nos routes? Nous cohabitons avec volant type anglaise.
à des volumes industriels. Un type anglais beaucoup plus nombreux. Hein. Qui amène ça? Parce qu'on a cautionné l'informel, ça signifie qu'on permet à tout le monde de sortir dans l'âge de véhicule. Mais ça ne tombe pas du ciel, ça entre quelque part. Mais oui, mais c'est ce que nous disons. Ça... Donc, c'est pas logique. Et comment on va créer de l'emploi dans un pays où on permet à chaque individu qui n'est pas entreprise d'aller acheter le véhicule? Si vous sillonnez, même dans des pays développés, la France par exemple, pour vous décourager d'aller acheter le véhicule vous-même, lorsque vous allez revenir avec le véhicule dans le territoire, ça sera comme ça. Il faut amener ce papier, il faut faire ça parce que pour protéger l'outil productif. Et ça vous décourage? Or qu'ici, non. Contrôle technique. On n'a pas trop parler tout à l'heure. Regardez le fameux contrôle technique. Moi, l'entreprise que je préside est Centre de contrôle technique. L'année 2021, du début à la fin, est-ce qu'il y a eu contrôle technique? Or, le charroi de la République démocratique du Congo, à 80%, c'est des véhicules déjà amortis, problématiques. Mais comment on peut passer l'an sans même que le véhicule rentre dans le centre de contrôle technique? Comment on peut produire? Regarde les embouteillages. Personne, pourtant nous spécial auto, on vient de mettre une application pour permettre aux Congolais d'avancer au lieu de commencer à pleurnicher. C'est ça le vrai problème. Il y a des dispositifs. Il faut faire monter la Cour des comptes, l'inspection du travail, l'office de l'emploi. Vous considérez Covid comme un prétexte? Non, mais Covid, c'est quoi? Oui. Nous ne sommes pas la seule nation. Toutes les nations ont fait des... Mais cette pandémie a frappé toutes les économies du monde. Mais est-ce qu'au Nigeria, il n'y avait pas Covid? Est-ce qu'en Afrique, ici, il n'y avait pas Covid? Est-ce qu'au Kenya, il n'y avait pas de Covid? Le Prévanet, la banque ici, qui est sur le boulevard, le Kenya vient de récupérer des capitaux à l'intérieur. Il se devient actionnaire presque, je crois, majoritaire. Pourquoi nous, l'économie du 21e siècle, nous, avec Spécial Auto, on est venu ici pour dire que cette entreprise pouvait nous valoriser en République démocratique du Congo et même dans le reste des États africains. Mais on vient sur place, 60 mois après, sans contractuel, même avec une seule institution. Or, les institutions du côté de l'État doivent nous protéger pour que nous puissions créer de la valeur à la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous sillonnez dans tout le coin des rues, nos compatriotes ne savent pas. Demandez à un automobiliste qui a de véhicule ici, s'il a un carnet d'entretien dans son véhicule. Si vous le demandez, il dit, j'ai mon mécanicien. On cautionne l'emploi au black. Ça fait que même les officiels, 15 véhicules à la maison, mais il va aller appeler quelqu'un non déclaré, il fait rentrer à la maison. Mais c'est quelle nation qu'on suit? C'est ce qui s'est fait ici. Merci Tatizala. Chris Mukendi, Covid, hein, parce que il faut reconnaître que depuis l'année fin 2019, 2020 ou 2021, voire même vers la fin ici, il y a les variants Omicron qui semblent être encore beaucoup plus virulents. Est-ce que cela n'a pas négativement impacté l'économie congolaise? Je pense que pour que Covid impacte négativement sur notre économie, il faudrait que nous ayons réellement une économie. On n'en a pas. Nous avons une économie qui est tenue par... Extravertie. Qui est extravertie, mais tenue aussi par des non-originaires. Il suffit qu'un matin, des amis se décident pour faire dégringoler notre économie, donc ça pourra arriver. Donc moi j'ai dit, notre économie, aussi longtemps qu'elle sera extravertie, on n'aura aucun contrôle sur tous ces méandres. Mais le problème que M. Mathieu Takizala est en train de poser, c'est un problème fondamental. C'est un problème d'organisation et de structuration de notre économie, mais aussi de l'État. Lorsque nous votons des textes, je rappelle ici qu'en 2006, lors du référendum, tous les Congolais étaient d'accord avec cette constitution sans pour autant reconnaître les contenus. Sauf l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Voilà, j'ai dit... Rappel historique. Je me rappelle, 85% de la population avait voté pour la Constitution sans l'avoir lue. Mais alors que cette Constitution consacre des dispositions en rapport notamment avec les commerces. Les petits commerces. Mais nous avons aussi au sein des institutions des Congolais qui siègent sans pour autant maîtriser tous ces circuits constitutionnels, réglementaires, et qui laissent faire des choses comme ça, en rapport avec les commerces.
Le petit commerce est réservé exclusivement aux Congolais. Aux nationaux. Mais que ne voyons-nous pas dans nos pays aujourd'hui? Des Libanais, des Indiens qui s'activent Pakistanais. Dans les petits commerces, comme il a eu Les Chinois. à le rappeler. J'ai aimé, il y a un ministre qui est passé dans les gouvernements qui ont précédé, Germain Kambinga, qui avait lancé une campagne sur Consommons Congolais, en rapport avec la consommation des produits congolais. Lorsqu'il y a un supermarché dans la ville et qu'il y a des Congolais qui vendent les mêmes produits, le choix des clients est tourné vers quel vendeur? C'est là notre mentalité déjà. Vous voyez vos frères qui ont des boutiques dans la ville de Kinshasa, qui malheureusement parfois ils exagèrent avec les prix, mais certains vendent au prix du marché. Mais ils sont concurrencés par les étrangers qui ont investi les secteurs. Sérieusement concurrencés. Mais nous prenons quelle convergence lorsque nous allons acheter les produits? Nous enrichissons des personnes qui envoient des capitaux en dehors de la République du Congo. Donc ça veut dire que notre économie ne sera qu'extravertie. Toute la masse monétaire que nous dégageons dans les commerces ne reste pas au Congo. Donc de ce point de vue, on ne peut pas s'imaginer avoir cette stabilité monétaire dans les pays, parce que nous sommes en déficit d'abord des devises. Il arrive des moments où on dit qu'il n'y a pas d'argent dans les banques. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Parce que l'argent est expatrié. Tout l'argent que nos amis, même ceux qui travaillent avec les présidents de la République aujourd'hui, qui sont nos de la amis diaspora, libanais, qui sont de la diaspora aujourd'hui, lorsqu'ils sont payés, l'argent va où? chez eux. Voilà, ça va en Belgique, ça va en France, ça va au Canada, ça va aux États-Unis. Voilà déjà les problèmes. Donc moi je crois que le problème, on ne doit pas traiter les problèmes de manière conjoncturelle, il faut que ça soit traité de manière structurelle. Comme M. Takiza, là, qui est un expert, est en train de donner des pistes en rapport avec des banques qui devraient être créées pour financer les petits commerces, pour encourager la petite industrie. Je crois. Hein. Et le problème du Congo, je ne sais pas comment m'étaler longtemps sur les sujets, mais je pense en définitif, le problème il est beaucoup plus structurel. Mais ne faisons pas de Covid un prétexte. Il faut Covid vous apparaît comme un Covid prétexte? est venu simplement nous aider à nous enfoncer davantage, mais ça ne doit pas être un prétexte, hein, Ouais. parce que Covid, c'est pas seulement ici au Congo, mais nous avons aussi la grâce du bon Dieu, parce que Covid n'a pas frappé comme ailleurs. C'est ça aussi. Hein? Hein. Covid n'a pas, même si nous prenons des mesures comme des mesures qui ont été prises en France, en Belgique, aux États-Unis, nous les prenons simplement parce que nous sommes membres de ces, Mais ces mesures organisations. Ces mesures, parlons-en, c'est 25 décembre. Non, mais justement, je suis en train de dire, Volé en éclat. dans la mesure où nous appartenons à ces organisations, par exemple à l'OMS, lorsqu'une résolution sort de l'OMS, puisque vous êtes un État membre de l'OMS, vous devez appliquer la résolution. Dis-moi, c'est quoi l'impact du couvre-feu chez nous? Il n'y en a pas. Mais puisque ailleurs ça a été décrété, nous le décrétons aussi chez nous. Donc on tue même l'activité, on tue même l'activité nocturne, parce que même la nuit, il y a des activités de nuit. Beaucoup fonctionnent la nuit. Il y a des gens qui fonctionnent la nuit. Oui. Hein. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai été coincé dans les embouteillages jusqu'à 23h15. 23h15, alors que... Loin de votre maison. Loin de ma maison. Donc 23h15, j'étais encore dans les embouteillages et c'était déjà l'heure du couvre-feu. Et malheureusement, vous arrivez là, il y a encore des barrières. Donc vous restez dehors jusqu'à minuit, 1h du matin. Et voilà, à quoi ça sert alors le couvre-feu? Donc moi je pense que le problème doit être repensé. Et je crois, le chef de l'État travaille avec des experts qui malheureusement, hein, je me dis... en quoi ils sont experts? Moi je dis, j'ai à rédiger une lettre ouverte au chef de l'État au mois d'octobre. Hein. Dans cette lettre, je lui ai demandé carrément de balayer sa cour. De balayer sa cour. Carrément. De balayer la cour. Parce que, en tout cas, nous attendons des grandes décisions au début de cette année. Je crois que le chef de l'État est... il a compris. Il a cru, parce que nous tous, à un certain moment, on a cru que la solution viendrait de notre diaspora. Je crois qu'en face de moi, il y a une diaspora positive. C'est pas comme la diaspora de Boketchou. Diaspora Winston. C'est pas cette diaspora-là. Mais malheureusement, et cette diaspora a montré aussi ses limites. Ouais. Ses insuffisances. Ils ont été placés à la tête des institutions. Hein, ARPTC,
quelqu'un qui est à la diaspora, qui nous amène RAM là, à RPTC, diaspora, au cabinet du chef de l'État, diaspora. Même au niveau de la francophonie. Parce qu'il faut dire en 2022. Au niveau de la francophonie, ce qu'on apprend avec la francophonie. En 2022, il y a un grand rendez-vous à la fois sportif et culturel. Nous devons organiser les 22e Jeux de la francophonie. Il y aura beaucoup de nations, beaucoup d'États. Mais jusque-là, les préparatifs, en tout cas, laissent à désirer. À la tête, quelqu'un de la diaspora toujours. Voilà, je crois que le chef, un certain Thieu. Je crois que le chef de l'État doit travailler avec des intelligences locales. Il y en a. Il y a des Congolais qui sont pétris des compétences, qui peuvent travailler, parce que le chef de l'État a tendu la main vers la diaspora et il a vu de quoi il était capable. Donc, je crois qu'à un certain moment, il faut s'arrêter, parce que le temps n'est pas toujours notre allié. Merci beaucoup. Alors, Mathieu Takizala, nous n'allons pas toujours nous limiter à détailler ces tableaux sombres, tout le monde le sait. J'aimerais maintenant quand même qu'on entre maintenant dans les pistes de solutions. Parce que c'est la fin de l'année, une nouvelle année va très bientôt commencer. Comment éviter toutes ces erreurs, ne pas refaire les mêmes choses pour produire les mêmes causes produisant les mêmes effets? Bon, John, vous savez que normalement aujourd'hui on peut plus diviser les Congolais, que ce soit ceux qui sont en dehors du territoire et même ceux qui sont à l'intérieur du territoire. On ne les divise pas. Donc ça signifie qu'il faut que nous restons vraiment ensemble. Donc c'est avec l'unité qu'on peut vaincre les défis qui sont dans la démocratie du Congo. Je crois que nous ne sommes pas la première nation qui a fait des erreurs. Il y a toujours des nations qui ont fait des erreurs, mais il faut se rattraper. Pour se rattraper, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est l'absence d'un secteur privé attractif, autochtone, pour caser la plupart des Congolais. Et pour que le secteur privé puisse être attractif, il faut que les institutions, les animateurs des institutions, qu'ils soient économiques, administratifs, judiciaires, politiques, comprennent qu'ils ont un rôle auprès des institutions privées. Il ne suffit pas d'attendre que les gens payent des impôts, mais ces impôts, et surtout par exemple, les appels d'offres. Vous savez, quand Washington prend l'autonomie vis-à-vis de l'Angleterre, les États-Unis, Washington n'existait pas. C'est grâce au Congrès, ce qu'on appelle l'ensemble Parlement et Sénat, qui se réunissent et avec des hommes d'affaires pour décider à faire des grands travaux. Et surtout de ces grands travaux, on change la physionomie des États-Unis d'Amérique comme une fédération politique et économique. Mais nous, à la République démocratique du Congo, c'est pour ça l'avantage de ce plan de redressement que j'ai proposé, c'est que je prends depuis 70 jusqu'à aujourd'hui qu'on a connu beaucoup de crises, mais sauf qu'on n'a pas réanimé le système collectif congolais du point de vue économique. Et dans ce plan de redressement, nous mettons 10 commandes publiques, type keynésienne, qui veut dire que dans ces 10 commandes publiques, prenons par exemple la ville de Kinshasa aujourd'hui, cher John. Vous imaginez une ville, pays de 14 millions d'habitants, il n'y a qu'une seule maison carcérale qu'on appelle la prison centrale de Makala. C'est vraiment extrêmement... C'est tout dans quel état? Avec tout ce que nous voyons ici comme des incompréhensions, comme des bavures, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut amener tout le monde là-bas? Non, c'est pas normal. Et dans ce plan, on dit Kinshasa, il faut minimum 5 maisons carcérales. Parce qu'à part... Au moins une maison par district. Hein. Par district, voilà. Donc ça, c'est logique. Et puis, trouvez-vous normal que quand on se réveille le matin dans la ville de Kinshasa et que tout le monde doit venir dans la tracée coloniale? Kalina... 60 ans après. C'est pas logique. À quoi c'est de dire que c'est une ville? Donc, dans chaque district, il faut avoir le pôle économique. À la Tchangou, par exemple, une zone industrielle autour de l'aéroport international d'Ndjili, où les gens de Kinkole, Maluku, tout ça, ainsi de suite, au lieu de venir ici, ils peuvent rester là-bas. Vous imaginez en plein 21e siècle? Mais on a tenté avec les marchés de la liberté, musée. Non. Ça, c'est plus encore, c'est cautionner l'informel. Musée a tenté. Ça, c'est cautionner l'informel. Et vous avez la place des marchés de liberté. Oui. C'est une industrie qui mettait le Congo avec le reste du monde. General Motors. Mais parce qu'on avait pillé, fallait-il? Ah oui. Mais vous voulez qu'on vende au privé? Attendez, vous imaginez en plein 21e siècle, quand quelqu'un a un avion dans la ville de Kinshasa à minuit, comment il va faire? Est-ce qu'il y a un hôtel là-bas? Est-ce qu'il y a un galerie marchand à l'aéroport international d'Angers? Est-ce qu'il y a une zone frette à l'aéroport? Y a-t-il un mall à l'aéroport? Vous comprenez? Oui. Donc il faut innover la République démocratique du Congo. Et l'innovation de la République démocratique du Congo, il faut associer toute l'élite économique, politique, administrative,
et scientifique pour que nous puissions avancer en République démocratique du Congo. Donc moi, dans ce plan que je propose, j'ai dit 4 zones industrielles dans la ville de Kinshasa. Et qu'est-ce que je propose? Je trouve ça aberrant. Je dis, par exemple, la ville de Kinshasa, on n'a qu'une seule plaque d'immatriculation. Et après, vous avez fameux rétrocession, tout ça, ainsi de suite, des régions, où on voit, on nomme un animateur politique, et il va commencer à dire à la population, non, moi j'attends la rétrocession de la ville de Kinshasa, du gouvernement central. Non. Donnez les moyens à ces gens-là, pour qu'ils puissent innover leur territoire. Qu'est-ce que nous proposons dans ce plan? Nous disons, il faut 4 plaques d'immatriculation. Ça fait qu'une plaque d'immatriculation pour Lukunga, Tchangou, tout ça, ainsi de suite. Cet argent va permettre qu'à Lukunga, prenons par exemple l'aventure transport dans la ville de Kinshasa. On n'a qu'une seule structure où il y a même des répoints, transport ne rentre pas. Ça n'accède pas. Il y a un problème. Donc, la ville de Kinshasa, il faut 4 sociétés de transport dans chaque district. C'est pas normal que nous laissons les déplacements. Mais là, ça va quadrupler les embouteillages. Non, dans 4 sociétés, 4 fois les embouteillages. Il faut s'adapter. Ça signifie qu'aujourd'hui, il quadruple. Pourquoi? Parce que l'économie repose uniquement dans le tracé colonial. Si aujourd'hui, que dans chaque district de la ville de Kinshasa, il y a un grand pôle économique, les choses vont se faire différemment. C'est pas normal. Et que 95% le déplacement de la ville de Kinshasa s'est fait du bord de l'informel. Même ils ont peint ça en jaune. Donc même direction les matins, même ils ont peint ça en jaune. Même direction les soirs. Est-ce que ce sont des entreprises? Non. Le prévenez, vous verrez que ceux qui sont au volant de ces véhicules en jaune, vous allez voir qu'ils ne connaissent même pas le code de la route, qui est la constitution de la route. Et il y a des fois, quand vous êtes à Munich ou à Paris, vous verrez comment le taximan est habillé. Comme un ministre, non? C'est un monsieur. Mais pourquoi pas au Congo? Il est en costume cravate. Pourquoi pas au Congo? C'est un métier. Mais ceux qui exercent ça ici, est-ce qu'on a mis à la tête de ces gens-là que c'est un métier? On met tous les jours à la tête de ces gens-là que c'est du débrouillardisme. C'est ça le vrai problème. Ils font ça en attendant que les pays se portent bien. Parce que la philosophie nationale n'arrive pas à faire mettre à ces gens à la tête en disant que c'est un métier. Donc, même quand vous montez dans le taxi, vous allez perdre votre téléphone. Comment vous allez le récupérer? Et l'avantage d'avoir des entrepreneurs, on a mis cette application que ces gens-là soient répertoriés. Si vous oubliez votre téléphone, on peut l'appeler, c'est cette plaque-là. Monsieur, restituez le téléphone de M. John. C'est ça, le 21e siècle. Il faut avoir le secteur privé qui fait gagner la République démocratique du Congo. Prenons la régie des eaux. Mais, chers compatriotes, dans tous les pays modernes, vous allez voir que chaque municipalité est l'actionnaire principal de société, la distribution de l'eau. Mais aujourd'hui, la régie des eaux, depuis les années 70, c'est toujours, même pour faire encore une autre maison pour la production d'eau, l'argent doit sortir aucune entreprise commerciale. La SNEL, pareil. Depuis 72. Merci Taxara. Je reviens à votre conclusion. Donc il faut réformer la société congolaise. Mais tant que Chris Mukende aussi nous plonge dans des pistes de solutions, ce n'est pas une fatalité. Comment sortir de cette impasse finalement, surtout que la nouvelle année va très bientôt commencer? Je crois, cher John, la plus grande faiblesse de notre pays, c'est qu'on ne respecte pas les textes que nous votons nous-mêmes. Un problème des textes. Voilà. Tout est dans nos lois. Rien n'a été oublié. Nous avons des très beaux textes. Nous avons des très beaux textes. Complets. Qui souffrent d'application. Simplement. On a un programme du gouvernement. Secteur par secteur. Tout ce que M. Takizala est en train de dire ici, je crois que c'est repris même dans le programme du gouvernement, en rapport avec les transports. On a vu l'ancien ministre honoraire ici du budget signer un accord avec des entreprises allemandes en ce qui concerne Baudon Maillot, en ce qui concerne le chemin de fer. Donc tout ça, moi je me dis, on ne peut pas comprendre en plein 21e siècle que nous puissions tous utiliser les taxibus pour nous déplacer dans la ville. Il faut moderniser la ville, il faut moderniser. Avec ce que nous connaissons comme exode rural ici à Kinshasa, aujourd'hui les taxibus ont montré leurs limites, et même des motos commencent à avoir des limites.
On ne sait plus même en prenant une moto rouler parce que toutes les routes sont bloquées. Même les Wewa ont du mal à... Les Wewa ont du mal aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui même les Wewa sont tassés. Ils ne savent même pas trouver, c'est pas une route d'1 mètre pour passer. Donc, le problème, il est réel, mais il faut élargir notre programme en rapport avec les transports. Il faut des tramways. Il faut qu'il y ait des métros dans la ville. Carrément. On ne peut plus continuer à... Il faut exploiter même le fleuve Congo. Oui, parce qu'avec les métros, il n'y a pas d'embouteillage. Avec les métros, il n'y a pas d'embouteillage. C'est une voie toute tracée. Et puis, ce sont des transports de masse. Ça, c'est vrai. Avec un métro, vous pouvez prendre plus de 300 personnes, 400 personnes directement. Vous voyez le nombre de gens qui font les pieds. Et il n'y a pas d'embouteillage, rassurez-vous. Il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Lorsque vous êtes du côté Tchangou pour venir vers la ville, vous voyez, c'est avalanche de Congolais qu'il y a sur la route. Hein? Mais je crois que c'est... Il suffit d'aller du côté de la gare centrale lorsque ça arrive, vous sentez que la ville est envahie. Mais tout cela, ça demande des moyens aussi. Des moyens que la République n'a pas pour le moment. Je crois que ce sont des projets à long terme qui peuvent être exécutés à long terme. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Mais on nous avait promis à un moment la révolution de la modernité. C'était ça. Mais aussi, en rapport avec ces genres de projets, oui, il faut simplement faire des partenariats. Nous avons des ressources minières ici dans le pays. Ben, négocier. Le gouvernement peut négocier à une certaine hauteur. Par exemple, le contrat chinois qui a été fait à l'époque, malheureusement c'était un contrat léonais, où on a cédé une partie de nos minéraux aux Chinois pour exploiter, et en retour, ils devraient construire la ville. Malheureusement, ce projet a été un projet, je ne sais pas, c'était aussi un débat. Mais c'est ce genre de projet qui pourra avancer la République à se construire. Parce que si nous comptons sur notre financement propre, je pense qu'il est difficile de pouvoir d'abord traduire ces potentiels minéraux que nous avons dans le pays, les traduire en espèces pour pouvoir exécuter tous ces programmes. C'est très difficile. Il faut que le gouvernement puisse contracter de partenariats avec des industries, avec des grandes entreprises de construction, des entreprises ferroviaires, des entreprises de chemin de fer, pour qu'ils viennent ici au Congo investir dans ce secteur. Et en contrepartie, ils pourront, voilà, pour un moment donné, vous dites, ok, par exemple, vous exploitez les coltans pour 15 ans et vous estimez la valeur. Malheureusement aussi... Une sorte de troc. Voilà, mais malheureusement aussi, nos ressources minières ne sont pas certifiées jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'en connaît pas la valeur. Lorsque vous signez des contrats comme ça, nous ne connaissons même pas la valeur qui... on peut facilement nous rouler. On peut facilement nous rouler. Donc il faut d'abord commencer par là, commencer par certifier les sous-sols congolais, savoir c'est quoi la valeur réelle que nous avons dans notre sous-sol. Est-ce que c'est 500 milliards de dollars? Est-ce que c'est 800 milliards de dollars? C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons commencer à faire des bons contrats avec des entreprises qui viendront nous aider à nous développer. Alors, Mathieu Takizala, pour conclure en tout cas, l'espoir est-il permis en 2022 et surtout à quel prix? On peut utiliser l'expression espoir si nous travaillons. Donc il y a un énorme travail à faire. Je pense que si la Chine est devenue la Chine, première chose, ils ont fait que les petites entreprises chinoises soient compétitives. Parce que l'investissement de l'extérieur pour choisir un pays, il doit avoir d'abord une ressource humaine rodée. Aujourd'hui, quand vous regardez la République démocratique du Congo, bon nombre de Congolais n'ont même pas passé dans le cas stage. Vous comprenez? Donc il faut maintenant qu'on cherche des voies et moyens que les petites entreprises congolaises qui existent dans le territoire soient rodées pour rassurer les investisseurs qui doivent venir d'ailleurs. On peut faire des montages. Avec Spécial Autogarage, on a fait un montage autour de 10 millions de dollars. Mais comment on veut réaliser cet objectif? L'objectif en est que nous regardons par exemple du côté des institutions d'État qui sont propriétaires de charbon, qui sont les entreprises portefeuille, et ils sont des grands consommateurs, mais ils sont pigeons économiquement. Ça fait qu'est-ce que nous nous proposons? Disons, ils peuvent être clients à la fois chez Spécial Autogarage et puis actionnaires. C'est dans ces genres de deals gagnant-gagnant que
les maniants internationaux peuvent croire en disant, parce que lorsque Spécial Auto va brandir que j'ai 15 contrats, j'ai 30 contrats en République démocratique du Congo avec des institutions, vous verrez que les autres qui sont dans la même industrie stratégique avec moi peuvent venir, ceux qui fabriquent batteries, qui n'ont pas de marque de batterie à Kinshasa, qui fabriquent l'huile, qui fabriquent ainsi de suite, peuvent venir avec nous. Mais lorsqu'ils vont venir en face et que les entreprises congolaises, on ne les met pas en position de gagner, ce sera extrêmement difficile. Ça va être ce que cher Chris a dit tout à l'heure, que ça veut dire que l'argent va commencer toujours à tourner, il va retourner dans le pays. Et c'est le cas à chaque fois quand on fait des projets ici, au lieu de hisser à l'intérieur de ce projet les entreprises autochtones, on ne met pas les entreprises autochtones à l'intérieur. En réalité, nous ne sommes pas gagnants. Donc il faut qu'on change. C'est pour ça que vous voyez que quand vous allez en ce moment au Nigeria, vous allez voir qu'il y a un fabricant de véhicules au Nigeria. Mais ce fabricant, c'est un Nigérien, mais qui est le premier client? C'est l'État. C'est vu que l'État aujourd'hui, en évaluant toutes les villes congolaises, on en a réellement besoin de combien de camions, mais au lieu d'aller chercher, vaut mieux venir vers Spécial Auto-Garage, qu'on fabrique Spécial Auto-Garage comme un distributeur qui va maintenant collaborer avec ceux qui sont. Et c'est comme ça qu'on peut gagner. C'est ce qu'on appelle faire du bon gagnant-gagnant. Mais si, à la clé, le contrat qui sont signés du côté des ministères, il n'y a que le ministre avec l'industriel de l'autre côté, la République ne gagnera pas. Le transfert des technologies ne se fera pas. Je vous donnerai l'exemple. Les Chinois et les Qataris, ils ont allé acheter des avions. Ils sont allés à des avionneurs mondiaux aujourd'hui. On appelle Airbus et Boeing. Ils vont chez Boeing, ils font un petit chantage en disant nous avons besoin de commandes de 100 avions. Mais le 100 avions, il faut que ça soit monté chez nous. Boeing, non, on doit monter ici aux États-Unis. Non, il faut monter. Là, c'est Boeing. Là, c'est Boeing. Si vous ne voulez pas, vous savez qu'il y a Airbus. On va aller chez Airbus. Ouais. Et Airbus a accepté l'offre de 100 avions. On ne vend pas un avion tous les jours. Mais pourquoi ces gens-là vont faire ça? Et quand ils vont s'installer en Chine, automatiquement, il y aura un entrepreneur chinois qui va être à l'intérieur de ce mouvement. En fait, c'est un marché qu'ils ont gagné. Vous comprenez? Donc ça signifie que si la commande va demander 10 000 emplois, en réalité, 9 000 emplois sera chinoise. Mais est-ce que c'est le cas avec la démocratie du Congo? Non. On part acheter des bus déjà montés. Donc, ils achètent en gagnant. Oui, mais c'est ça. Parce que nous sommes en retard. Ça signifie que pour acheter le bus Transco, il faut utiliser Spécial Auto-Garage. C'est comme ça qu'on gagnera. Pour acheter les palissades. Vous prêchez pour votre propre chapelle. Non, mais pas pour moi, ouais, pour la République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on gagne. Pour acheter les palissades, il faut utiliser Spécial Auto-Garage. Parce que vous achetez après pièce de rechange. Comment vous allez trouver les pièces de rechange? Il va payer les frais de publicité. Alors, pour vraiment terminer. Moi, je crois que pour vraiment terminer, aujourd'hui, il faut un plan de relance. Cher Pis a dit, quand vous regardez l'endettement public de la République démocratique du Congo est faible. Hein. On n'a pas un énorme endettement public par rapport même aux États limitrophes de la République démocratique du Congo. Il faut assainir le finance publique de la République démocratique du Congo. On ne va pas échapper de l'endettement. Il faut s'endetter pas pour payer les gens, mais pour investir dans la République démocratique du Congo. Il faut secteur par secteur qu'on puisse avoir des entreprises autochtones qui gagnent. Il faut faire quand même changer la gouvernance des entreprises de portefeuille de la République démocratique du Congo. Chris Mukendi, 2022 frappe déjà à nos portes. L'espoir est-il permis? Oui, l'espoir il est permis parce que la volonté y est. Mais vous savez tout ce que Mathieu est en train de dire, ça je crois que c'est l'idéal pour un État. C'est l'idéal. Il est dans les nuages alors? Non, non, il n'est pas dans les nuages, mais c'est l'idéal pour un État. Mais nous sommes encore à l'état primaire. Ça, il faut le reconnaître. L'état primaire, ça veut dire que les besoins sociaux de base n'ont pas encore été rencontrés. C'est ça les problèmes. Lorsque vous tenez compte de la pyramide de Maslow, vous voyez que les premiers besoins sont d'abord des besoins fondamentaux. C'est quoi ces besoins? C'est l'eau. Aujourd'hui, c'est ce que le peuple demande au chef de l'État. Lorsque nous voyons des images... Quelle demande les peuples? Voilà, la chanson des Oiseaux, quelle demande le peuple, hein? Ce sont des besoins basiques. Le peuple ne demande pas les trains. Les Congolais ne demandent pas les trains, pas les métros, même si nous avons évoqué la question en rapport avec les développements. Hein? Mais le peuple a besoin d'eau. Le peuple a besoin d'électricité. Le peuple a besoin des routes.
qui lui permettent de faire déplacer de la nourriture qu'il y a à l'intérieur du pays vers Kinshasa, vers des centres de consommation. Le peuple a besoin de quoi? De la gratuité de l'enseignement. Le peuple a besoin de l'accès aux soins de santé. Et je crois que pour ces besoins, le peuple ne transige pas. Il est sévère lorsque vous ne donnez pas... quand on dit l'eau c'est la vie, mais effectivement l'eau c'est la vie. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, j'ai dit à l'introduction qu'on est très sévère avec le président de la République, mais on ne peut pas comprendre qu'un régime qui y est précédé le régime de Tshisekedi pendant 18 ans ait été incapable de donner de l'eau aux Congolais. C'est inconcevable. Mais malheureusement, ces mêmes groupes se constituent en opposition aujourd'hui pour... Donneur de leçons. Non seulement donneur de leçons, pour espérer encore revenir au pouvoir. Enfin, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que lorsqu'on fait l'opposition, on se propose en alternative. L'opposition, c'est une alternative. Mais là, nous sommes en face d'une opposition qui se propose une alternative qui n'a pas pu imprimer pendant 18 ans. Donc, je dis, il faut qu'on arrête de tromper le peuple congolais. Félix Tshisekedi est en train de finir son premier mandat et nous croyons et nous espérons que le chef de l'État va effectivement, au bout des 5 ans ici de son premier mandat, rencontrer les besoins basiques de la population. L'eau, l'électricité. Des efforts sont fournis en rapport avec les soins de santé. Les soins de santé, je l'entends parler de, c'est pas de santé universelle. Hein. En tout cas, j'encourage cette vision. Hein. Et voilà autant des programmes, mais que le gouvernement retienne les fondamentaux du peuple, sont ceux que nous venons de citer ici. Qu'on arrête de disperser les efforts. Je vois parfois les efforts du gouvernement sont dispersés. On va à gauche, à droite, en dessus, en bas, alors que les besoins du peuple sont déjà identifiés. Ce sont des besoins fondamentaux pour lesquels le gouvernement doit y travailler. Chris Mukendi, merci beaucoup. Je dois noter que c'est les tout derniers numéros des pièces contre pièces de l'année 2021. C'était donc un honneur de vous recevoir et de répondre positivement à mon invitation. C'est l'occasion pour nous aussi de présenter nos voeux. Tout à fait. Je commence par le président du Sénat, l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo. Je présente mes voeux les meilleurs au regroupement politique auquel j'appartiens, la FDCA, mais aussi à tous les Congolais. Merci beaucoup. De même du côté de Mathieu Takizala, c'était un honneur de terminer cette émission, les tout derniers numéros de l'année avec vous. Encore une fois, mes merveilles. Je vous remercie, Hervé à tous les commerçants congolais, les héros dans l'ombre de la République démocratique du Congo, qui ne sont même jamais considérés, même pas financés. Je demande à ceux qui sont des dirigeants politiques de la République démocratique du Congo de comprendre qu'il faut relancer le secteur privé congolais. Mes merveilles, surtout à vous, nous l'avons tous dit, l'espoir est permis. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce mardi à partir de 11 h. Sinon, un nouveau numéro est pris pour l'an prochain. Au revoir.